le bruit d'une goutte qui fait le grand saut dans le vide, reflétant l'espace d'un instant, tout un monde descendant dans l'infime épiderme, avant de finalement éclater en multiples molécules dans le sol, engrainant la terre ou l'asphalte. Ce bruit n'est autre que le nom d'un jeu vidéo. Block. Sorti sur la Super NES en 1993, que d'aucuns connaissent parce que la musique du boss part en rave. Mais ici chez Écran Baveux, oui, on est toujours vivant. Mais ici chez Écran Baveux, on n'a aucune idée de ce qu'est la théorie ou l'analyse musicale. En fait, on n'a aucune idée de rien du tout. Mais comme c'est sur internet, personne ne peut empêcher un type de nulle part de perdre son temps à en parler 15 minutes. Block donc. C'est un jeu de plateforme au graphisme cartoon. Alors le graphisme cartoon n'est pas tout à fait au point. Les couleurs pétantes semblent manquer de technique, ce qui ne les rend pas vraiment si jolis à voir. Block n'est certainement pas un des jeux les plus jolis de la console. Ce manque de technique érode une grande créativité très plaisante. Mais l'inspiration des développeurs dégouline sur tout le jeu. Parfois, ils ont même été un peu trop inspirés si on en voit la fin, mais ils ont été inspirés quand même. Block, c'est ce machin. Une sorte de pile de vêtements qui se prélasse sur son île, jusqu'à ce que des puces s'en servent pour la coloniser et proliférer. Seule l'expulsion les attend à coups de poing dans la face, car Block entend bien dératiser la surface de son île personnellement, propriété privée. Ce qui a d'abord permis au jeu de se faire remarquer, ce sont ses musiques. Pour de la Super NES, elles sont d'excellente qualité, d'ailleurs elles ont un rendu très propre, ce qui pour une puce sonore toute nulle comparée à la YM2612 n'est pourtant pas évident. On les doit au duo très connu que sont les frères Follin, que l'on sait influencés par le rock progressif, surtout le frère Tim, tandis que Feu le frère Geoff s'est autant illustré dans les tons plus expérimentaux, en écrivant la très sombre et pesante ambiance du jeu Terminator 2 sur NES. Block n'a pas que ses musiques comme argument, et bien que le jeu est très imparfait, il doit ses qualités à des tas d'idées assez malignes. Le level design ne sera pas toujours à la hauteur, et le jeu se révélera assez injuste par moments. Mais l'inventivité dont fait preuve Block permet de pardonner ses défauts, qui l'empêchent hélas d'en faire un grand jeu. Faut dire que le début n'est pas glorieux. Dès le premier monde, c'est un casse-pipe. Le jeu commet sa première grossière erreur, qui est de vous jeter des trucs à la gueule au dernier moment, histoire de pas vous laisser le temps de l'éviter. Pour un premier contact, ça s'annonce mal. On découvre que la flotte ne tue pas, mais mieux vaut pas s'y aventurer, que les ennemis s'avancent à chaque recoin et que l'autre se tienne en embuscade sous des panneaux qui montrent la mauvaise direction. Ça a l'air de l'apocalypse dit comme ça, mais on peut y survivre. Sauf que le compteur de vie a tôt fait de s'abaisser après une attaque de rondins de bois surprise. Oui, c'est ça l'injustice du jeu. On se dit que Rayman avait lui l'obligeance d'impliquer un signal sonore pour donner une chance de réagir, d'ailleurs le rythme y était un peu plus lent. Car ça, c'est le tutoriel. Sacré tutoriel. Le truc marrant, c'est qu'au départ, les développeurs avaient prévu autre chose pour débuter le jeu, basé sur le même format. Mais ils ont trouvé les niveaux trop difficiles, donc ils les ont recalés pour plus tard, sous une forme noir et blanc où l'on suit le grand-père de Block. L'introduction était censée être plus facile. Mais oui, car ces premiers niveaux regorgent de mauvaises surprises en tout genre. Et tomber dans l'eau est plus mauvais qu'on ne le pense, car il faut réagir très vite. Les frames d'invulnérabilité auront pris fin dès lors que l'on touchera à nouveau la flotte. Au moins, Block ne meurt-il pas au simple contact. À cause du bordel armé jusqu'aux dents qui avance vers le joueur en masse, celui-ci est bien obligé d'avancer très lentement en restant sur ses gardes, de peur qu'une saloperie apparaisse d'un coup en bordure de l'écran. Pourtant, le jeu lui enjoint le contraire, avec sa musique joyeuse et rythmée et la très grande compression du level design. Les niveaux sont très petits et les plateformes volent de tous les sens. Il faut prendre sur soi. Ces niveaux d'introduction sont une sacrée plaie, mais finalement, ils sont assez différents du reste du jeu. Une fois passé ça, il y aura encore possibilité de se prendre des objets de nulle part dans la gueule, mais au moins ce sera plus rare, et le level design prendra un rythme plus lent, la musique de même. Entre temps, les contrôles de Block sont intéressants. Il existe deux touches de saut, le saut normal et le saut Samus ou Sonic. Une petite complexité supplémentaire à un gameplay de base simple, sauter et frapper. C'est la proposition du jeu pour doser les sauts.
Le grand saut est suffisamment large pour éviter les désagréments tels que la plateforme au pixel près. D'autres petits éléments s'ajoutent. L'aide des guêpes tête chercheuses, qui peuvent attaquer un ennemi au loin sans se presser, bien qu'elles ne soient pas toujours au point et peuvent passer leur temps à tourner autour de la cible jusqu'à ce qu'elles aient fini leurs horaires et s'en aillent, saleté de guêpes syndiquées. Très utile autrement. En cours de jeu, le personnage gagne un autre pouvoir. Par usage alterné des gâchettes L et R, on peut dépenser la jauge de coquillage, celle qui, une fois remplie, permet de gagner une vie, afin de foutre Plock bien en rogne. Et une fois bien en rogne, il peut faire de son saucy une arme de destruction. Ma saucisse est aussi une arme de destruction. Un pouvoir certainement intéressant, mais c'est très facile de l'oublier et de finir le jeu sans jamais y toucher. Un gadget quoi. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est la touche pour frapper. Plock peut lancer ses membres dans les airs, et ceux-ci, s'ils ne rencontrent pas leur cible, reviennent en planant vers le personnage, espérant soit avoir la cible par derrière, soit retrouver son hôte. Et maintenant on sait pourquoi le personnage de Plock s'est senti un peu en concurrence avec Rayman des années après. Quand pour Rayman, quand on lance le point, il vaut mieux toucher sa cible, sinon il va mettre un certain temps pour revenir. Par chance, Plock a 4 membres à lancer, ce qui lui laisse un peu de marge avant d'être sans défense. Mais si Plock se retrouve sans bras ni jambes, alors son panel de mouvement en est réduit à sautiller en espérant que rien ne lui tombe dessus. Et ça inaugure des possibilités de gameplay intéressants. Le level design s'achemine de cette façon. Des niveaux très larges, construits en hauteur comme une sorte d'arène, où Plock doit nettoyer la carte d'intrus, la semence du parasite puce semée aux 4 vents sous la forme d'œuf qui ne tarde pas à éclore en tétard. Plock, en effet, tue des enfants, et au lance-flammes si possible. Le nombre de mini-puces à dératiser est indiqué par une barre en bas de l'écran. Et une fois que celle-ci est vidée, Plock peut enfin récupérer le drapeau de la zone et le hisser à son mat pour annoncer sa reconquête du territoire. Ce côté arène est donc renforcé par la recherche d'ennemis, bien qu'en fait il ne soit pas du tout caché, simplement placé linéairement dans le chemin. Il y a des bifurcations, sauf qu'il faudra de toute façon toutes les prendre. Cependant, ça donne un aspect de véritable territoire aux environnements visités. Ainsi le point d'arrivée n'est pas toujours à l'extrémité du niveau, mais quelque part au milieu, en hauteur, ou peu avant la fin. Et si ça n'en font pas de véritables environnements libres, puisque la progression est très dirigée, ça fait illusion. Plock est alors constellé d'idées qui font son intérêt. Les développeurs ont eu une excellente idée en convoquant les membres détachables de Plock, comprenant qu'ils peuvent jouer sur de légers changements de gameplay lorsque Plock envoie balader ses bras ou ses jambes. Sans bras, il peut encore bouger et frapper, ses jambes le lui garantissent. Le seul problème, c'est qu'il n'a droit qu'à 2 coups avant de se retrouver sans membre et qu'il faut tirer avec plus de précision. Sans jambes, Plock ne peut que sautiller, et les touches saut sont hors d'usage. Et sans membre du tout, il ne peut plus vraiment se défendre. Les niveaux vont donc exploiter ces questions en utilisant des interrupteurs qui, pour débloquer la suite, privent Plock de certains de ses membres. Il doit composer avec l'ablation progressive de ses bras et jambes, composer avec les plateformes et les ennemis en les évitant et en se servant de pentes pour sauter plus loin. Malin, un gameplay qui a l'air simple dans le concept, mais qui déploie une foule de possibilités une fois qu'on se met à y réfléchir. Les niveaux sont assez variés et inventifs, sachant s'adapter au contrôle du protagoniste pour inventer des situations originales. Et ça va même jusqu'aux boss, ceux qui bondissent et faut passer juste en dessous, ou ceux qu'il faut avoir en actionnant des interrupteurs qui bouffent les bras du personnage. Le jeu arrive à se renouveler constamment. Tout ça à partir d'un concept aussi simple. Plock est bourré de bonnes idées, qui donnent au jeu toute sa sympathie. Le problème c'est que les développeurs n'ont semble-t-il pas pu y aller au bout. On sait qu'ils ont manqué le temps de développement, ce qui les a obligés à se délester de 3 niveaux. Mais le level design lui-même a quelque chose d'incomplet et de bancal. C'est que quelque part, ça semble manquer de rigueur, de précision même. Il y a des passages où les plateformes à prendre semblent être un peu posées au hasard, et du backtracking long et très ennuyeux au cours de passages déjà nettoyés et donc vidés. Ce qui donne cette impression, ce sont aussi quelques passages de rien. D'un certain côté, ce n'est pas exactement mauvais, puisque ça permet un petit instant de repos et ne dénote pas du rythme lent des niveaux. Mais c'est plus à mettre à un problème de conception qu'au talent des développeurs. Puis au bout d'un moment, on remarque aussi une chose assez particulière. C'est à quel point les niveaux vont commencer à répéter une structure d'obstacles similaire plusieurs fois. Certains vont les faire se succéder 2 fois sans changement, avant d'y ajouter une difficulté supplémentaire. Ça se trouve exploité dans divers jeux, histoire d'entraîner puis de corser progressivement les choses. Mais c'est plus subtil, et les variations sont constantes.
Plock pousse plus loin la répétition en faisant suivre 2 fois les mêmes événements avant de varier la situation. Le dernier niveau normal se retrouve structuré autour de la répétition de plusieurs mêmes séquences dans un ordre plus ou moins similaire près de 3 fois ce qui se ressent. Et ça a de fait une conséquence assez claire, c'est que les possibilités de gameplay se trouvent moins exploitées qu'ils ne le devraient. Ça touche particulièrement le niveau Go Home Cavern, où privé des jambes de Plock, on aurait aimé qu'il pousse plus loin certaines idées de plateforme. L'usage plus poussé de la physique des pentes pour mieux sauter, ou des obstacles stricts au saut, au lieu de très longues pentes, ou de connards d'ennemis qu'il faut frapper par derrière 2 fois de suite pour les égouiller, et encore plus chiant quand ils sont affublés d'un parachute. Ce sont des problèmes qui n'apparaissent qu'au fur et à mesure du jeu, et qui deviennent de plus en plus proéminents, attestant de ces questions de manque de temps au fur et à mesure que le développement progresse, mais peut-être aussi de ce manque de précision sur la plateforme. Et bien sûr, la fin est tout à fait horrible. C'est la partie du jeu la moins réussie. En principe, la fin du jeu, c'est le moment où les développeurs imposent aux joueurs une épreuve finale qui met à profit tout ce qu'il a appris, emmagasiné et compris au cours des heures précédentes, au terme d'un niveau bien relevé qui démontre sa maîtrise. Plock donne l'impression que les développeurs avaient des tas d'idées et autres tests sous la main, et que par manque de temps, ils ont compilé tout ça pour faire office de ligne droite finale. Les derniers niveaux obligent donc Plock à utiliser un véhicule spécifique, lequel est plus difficile à contrôler que le Plock à pied, et l'oblige à traverser des niveaux très longs et, oui, répétitifs. De la sinuosité et la linéarité extrême détruisent toute illusion d'une liberté de mouvement accrue par le moyen de locomotion nouveau, renforcée parce qu'il s'agit d'un circuit simple, ponctué d'ennemis à 3 points de vie et autres frames d'invulnérabilité. On constate également le recyclage de séquences d'un niveau à un autre, ce qui réduit la seule attraction réelle de ce dernier monde aux véhicules, ceux-ci ayant tous une certaine inertie, contrairement à Plock. Le jeu devient un peu plus désagréable, d'autant plus que cette phase finale s'étend bien plus longtemps que nécessaire. Le boss final en est témoin. Celui-ci commet le mauvais goût de continuer la tendance des véhicules. Alors Plock est bourré de défauts, ça c'est sûr. Et ne dispose même pas de système de sauvegarde, histoire d'alléger les difficultés, tout au plus des continues qui ne peuvent se débloquer que si on termine un niveau sans perdre de vie 4 fois. Bref, le level design n'est pas forcément au niveau, mais toujours est-il qu'il reste capable de soutenir, au moins efficacement, des idées de gameplay très malignes, ce qui permet au jeu de rester au moins fonctionnel dans ses moins bons moments, et extrêmement chouette dans ses meilleurs. La grande créativité des développeurs, qui anime l'entièreté du jeu, garantit tout cela. Même pour les premiers niveaux tutoriels, qui en fin de compte ne sont pas si terribles que ça. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Ceci conclura cette émission plus concise que d'habitude, alors que... Ordinateur au rapport. Alerte fuite d'essence en cours. Précision ordinateur. Essence en fuite vers le moteur d'allumage. Affichage écran secondaire. Plock. 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 Plock.